Ok, donc on est ensemble pour 20 minutes. Donc je vais continuer sur un petit peu ce qu'a présenté Audrey. Audrey s'est focalisée sur l'imagerie fonctionnelle, donc IRM, métabolique, donc l'activité métabolique dans le cerveau. Donc je vais parler donc des approches électrophysiologiques et principalement et uniquement donc d'électroencéphalographie et de magnétoencéphalographie. Alors, on va commencer par le début, par la définition des acouphènes. Évidemment, on parle d'acouphènes, on sait à peu près ce que c'est. Enfin, en tout cas, on sait le définir. Mais, et encore, donc les acouphènes, c'est quoi? Donc, la définition la plus simple, c'est donc les acouphènes sont une perception auditive non liée à une stimulation acoustique à l'extérieur du corps. Donc, on peut trouver un consensus, d'accord? Donc, effectivement, c'est pas faux. J'en profite pour dire qu'il y a une réflexion en ce moment avec le bureau de la FREPA, justement, on se pose la question de savoir s'il est légitime, intéressant de redéfinir ou d'aller plus avant sur la définition des acouphènes. Quand on compare avec la définition de la douleur, ouais, et aussi de la douleur chronique, donc voilà comment la douleur est définie. Donc la douleur est une expérience sensorielle, okay, mais aussi émotionnelle, désagréable, liée à une lésion tissulaire ou potentielle, ou décrite en termes d'une telle lésion. Donc là, on voit bien que la définition des acouphènes, en effet, n'est pas complète. Et donc, si on parle des acouphènes, c'est parce que c'est un problème clinique. C'est un problème clinique parce que la qualité de vie des sujets est réduite. Donc si on essaie de... Alors c'est une définition qui est en cours, hein, on y réfléchit notamment avec le bureau de la FREPA. Mais donc on peut donc enrichir cette définition des acouphènes et donc, voilà, donc proposer donc les acouphènes, où l'acouphène est une perception auditive, donc non liée à une stimulation acoustique dans l'environnement, et émotionnelle, potentiellement désagréable, c'est pas tout le temps désagréable les acouphènes, et résultant d'une dysfonction du système auditif et des systèmes associés, limbique autonome, Audrey en a parlé. Alors pourquoi donc je vous présente cette définition un petit peu plus élaborée des acouphènes? C'est que quand on va tenter d'enregistrer des corrélats, quels qu'ils soient, électrophysiologiques, métaboliques des acouphènes, c'est-à-dire que quand le sujet ne fait rien avec ces acouphènes et qu'on enregistre quelque chose, qu'est-ce qu'on enregistre? On ne sait pas. Donc on enregistre, chez les sujets acouphéniques, on enregistre donc une perception auditive, non liée à une stimulation acoustique, ça veut dire qu'on enregistre une activité spontanée. Donc ça c'est déjà important. On a vu avec Audrey que l'activité spontanée était déjà très très importante dans le système nerveux central. Donc il va falloir détecter donc ce qui est de l'ordre des acouphènes, de ce qui est de l'ordre de l'activité spontanée globale du système. Donc ça c'est une première chose. Le sujet acouphénique, il est gêné par ses acouphènes, donc il est dans un état émotionnel, non seulement émotionnel mais aussi attentionnel, et donc ça va éventuellement interférer avec les enregistrements. Donc si en effet les outils qu'on utilise sont sensibles, ils sont sensibles à l'état émotionnel et attentionnel, et donc ça, c'est très important à le savoir et puis à le considérer pour interpréter les résultats. Et puis enfin, donc les acouphènes sont très très souvent liés à des pertes auditives, pas tout le temps, mais très souvent. Et une perte auditive, donc c'est une lésion. Une perte auditive, ça entraîne des choses, pas seulement des acouphènes, ça entraîne des réorganisations centrales, de la carte notopique par exemple. Et ça, c'est de nature à modifier aussi le signal électrophysiologique ou métabolique, et éventuellement sans acouphènes. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de variables dont il va falloir faire le tri quand on réalise ces études de neuroimagerie, d'exploration des cerveaux, donc de sujets acouphéniques. Donc un point donc pour vous présenter en fait les méthodes chez l'homme pour enregistrer l'activité cérébrale. Donc Audrey en a parlé. Donc il y a deux types de méthodes. Donc les activités métaboliques avec le PET scan et l'imagerie fonctionnelle, on n'y revient pas. Alors, l'avantage de ces méthodes, c'est qu'en effet, elles ont une résolution spatiale bonne, on va dire, en tout cas meilleure que l'électroencéphalographie, mais elles ont une résolution temporelle très très médiocre. Okay, donc on a un signal, par exemple pour le BOLD, on a un pic à quelques secondes après une stimulation.
Donc en quelques secondes, il se passe beaucoup de choses dans le cerveau. Voilà, donc c'est une histoire de compromis. Résolution, donc pour les études métaboliques, une résolution spatiale relativement bonne, résolution temporelle mauvaise. Et en ce qui concerne donc l'électroencéphalographie, on a une résolution temporelle qui est excellente, de l'ordre de la milliseconde. Et là, le prix à payer, c'est que la résolution spatiale n'est pas bonne. Alors il y a une technique qui permet d'avoir les deux. Et le problème, c'est que c'est une technique invasive. Ce sont des électrodes dans le cerveau. Et là, la technique est tellement invasive que ces patients en fait, qui sont implantés le sont parce qu'ils ont une épilepsie rebelle à la pharmacologie. Et donc on les implante pour cerner l'activité épileptique. Et de temps en temps, on en profite pour faire des enregistrements. Si j'ai le temps, je vais vous présenter une étude qui a fait ça sur les sujets acouphéniques. Voilà, donc un mot quand même pour expliquer très brièvement ce qu'est l'électroencéphalographie, parce que c'est vrai qu'on voit des tracés. Les tracés sont relativement simples, hein, ce sont des tracés à une dimension pour une électrode en fonction du temps. Mais finalement, ce tracé est le résultat de processus qui sont extrêmement complexes dans le cerveau. Donc là, j'ai représenté donc une tranche, un morceau, un cube de cortex, d'accord. Et donc zoomé à côté, donc vous voyez une colonne, on va dire une colonne corticale avec donc des neurones. Ce que vous voyez, ce sont des neurones. Et on voit, alors c'est difficile sans pointeur, mais on voit en fait les cellules principales du cortex, qui sont des cellules pyramidales, parce qu'elles ont des formes pyramidales avec le corps cellulaire. D'accord, ce qui est représenté en schéma à côté. Et c'est juste pour vous montrer, en fait, hein, de vous illustrer le mécanisme de l'EEG. C'est que quand une information arrive, donc du thalamus par exemple, sur le cortex, d'accord, donc les neurotransmetteurs vont se fixer sur le récepteur, ouvrir des canaux, et ces canaux vont laisser rentrer des ions, d'accord, des ions positifs, sodium par exemple, d'accord, qui vont dépolariser la cellule, voilà, et qui vont générer donc des courants électriques. Donc c'est ce qu'on voit en haut de la pyramide inversée, donc en bleu. Donc on a en fait, donc on a une entrée, on va avoir une entrée d'ions positifs dans le neurone, ok. Donc on va avoir un déplacement de charge, donc on va avoir un courant. Et ces charges en fait vont sortir passivement du neurone au niveau, par exemple, du corps cellulaire. Donc on voit ici qu'on va avoir un courant électrique. Et quand donc on le voit encore un petit peu plus à droite sur le schéma, donc on voit en fait le champ électrique, et quand on a une électrode sur le scalp, on va enregistrer ce champ électrique. Voilà, tout simplement. Alors juste un point quand même, c'est que quand on a une électrode sur le scalp, donc ce qu'on voit complètement à droite, donc ce champ électrique, donc ces mouvements de charge, donc ce champ électrique doit traverser un certain nombre de tissus. Donc le tissu cérébral, donc la dure mère, donc qui est le tissu protecteur du cerveau, le crâne qui est extrêmement épais, heureusement, pour protéger le cerveau, la peau, voilà. Donc il va y avoir diffusion du courant, et c'est cette diffusion du courant qui traverse différents tissus qui explique le fait que la résolution spatiale n'est pas bonne concernant l'électroencéphalographie. Donc un mot de magnétoencéphalographie. Donc globalement, on enregistre les mêmes événements à des différences près. C'est que la magnétoencéphalographie, comme son nom l'indique, donc détecte des champs magnétiques, et des champs magnétiques qui sont associés à des champs électriques. Et les champs magnétiques sont orthogonaux aux champs électriques. Alors, la nature fait bien les choses d'une certaine manière. Donc si en fait, donc vous ne voyez pas la souris, donc si effectivement le cortex était lisse, comme ça, c'est-à-dire donc avec des neurones orientés perpendiculairement et avec des champs électriques orientés perpendiculairement et avec des champs magnétiques orientés donc parallèlement, orthogonalement aux champs électriques, on ne verrait rien en fait. Mais donc au niveau du cortex, le cortex est plissé. Donc chez les mammifères évolués, et notamment donc chez l'homme, en bout de course. Et donc on voit que dans les sulcus, d'accord, où donc les colonnes corticales sont orientées de manière parallèle, le champ magnétique orthogonal,
donc peut être détecté par des capteurs au niveau du scalp. D'accord? Donc, c'est pas tout à fait c'est le même événement, mais pas tout à fait la même conséquence physique, disons. Donc la magnétoencéphalographie enregistre, détecte uniquement donc, ces champs magnétiques qui sont orthogonaux donc, aux champs électriques. Voilà, donc vous voyez que c'est très compliqué. Et là je montre juste le cortex. Voilà. Et puis, donc, un dernier point, juste pour vous le mentionner, c'est-à-dire que quand on... Donc, ce qu'on appelle le problème inverse, c'est-à-dire que ce qu'on a, ce qui se passe à l'intérieur de la boîte noire c'est le crâne, il y a plein de choses qui se passent. Nous, ce qu'on a, c'est qu'on a un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. D'accord ? Et on veut savoir ce qui se passe donc, du coup à l'intérieur. Et ce problème donc, d'écrire ce qui se passe à l'intérieur de la boîte crânienne, dans le cerveau, ça s'appelle le problème inverse. Et alors, voilà, donc il y a beaucoup de mathématiques qui s'intéressent à donc, reconstruire donc, le signal dans un espace mathématique des sources. Et là encore, il y a beaucoup d'approximations, et même si on recompose, etc., donc la résolution spatiale n'est pas bonne. Voilà, donc, alors je me suis amusé à faire une petite biblio dans PubMed. J'ai rentré donc d'abord pour l'EEG, donc tinnitus et EEG. Donc, je suis tombé avec ces mots-clés, je suis tombé sur 311 papiers. Ah oui, ouais. Super. 311 papiers, merci. Voilà, donc le premier, 1954, quand même. Voilà. Et donc voilà, donc ça c'était le premier. Donc les derniers, dans PubMed, donc je lis juste le premier, Real-Time Monitoring and Regulating Auditory Cortex Alpha Activity in Patients with Chronic Tinnitus. Bon, là ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a eu, à un moment donné, il y a eu une explosion qui a commencé en fait dans les années 2000. Donc c'est vraiment l'explosion des neurosciences en fait. Ça correspond vraiment à l'explosion des neurosciences. Et depuis, donc voilà, donc il y a une littérature sur l'EEG, donc pour arriver à ce nombre, voilà, pas considérable, mais quand même conséquent de 300 papiers, donc EEG acouphène. En MEG, alors ça a commencé plus tard, parce que la MEG a été en fait développée par les physiciens plus tard. Elle est aussi beaucoup plus chère, etc. L'EEG, c'est une technique quand même qui est ancienne, qui a plus de 100 ans. Voilà, donc premier papier acouphène et MEG donc dans les années 90. Voilà. Et puis, bon, bien moins de papier. Voilà. Ok. Alors, première conclusion donc, de cette longue introduction. Donc quand même, je veux voilà, que vous repartiez avec ce message. Donc les signaux enregistrés résultent de processus qui sont très complexes. Vraiment, vraiment très complexes. On fait énormément d'approximations. Voilà, dans l'interprétation des résultats. Après, le signal, c'est le signal. Mais donc, dans la compréhension du signal, on fait beaucoup de raccourcis parfois. Donc l'EEG et la MEG ne sont pas franchement des techniques très nouvelles, surtout pour l'EEG, même si la MEG est plus récente. Alors quelles sont les nouveautés? Parce que c'était dans le titre de ma présentation. Je pense que la nouveauté vraiment, c'est la puissance des ordinateurs actuels qui a permis de développer et de multiplier, d'amplifier les calculs. Voilà, donc on peut, alors bon, l'analyse de Fourier, mais même l'analyse de Fourier n'était pas triviale il y a, je sais pas, moins 40 ans. Donc maintenant, n'importe quel ordinateur personnel peut faire une analyse de Fourier. Et puis maintenant, il y a une explosion en effet de l'analyse, des algorithmes, de corrélation, de couplage, etc. Entre beaucoup d'électrodes ou beaucoup de voxels, etc., etc. Donc ça a été permis par voilà, les possibilités de calcul. Et puis si j'ai le temps, mais ça m'étonnerait, je vous parlerai de neurofeedback. Alors juste un point d'histoire, donc d'où c'est parti en fait vraiment cette idée qu'on pourrait enregistrer des corrélats neuronaux, des acouphènes à partir de l'EEG. C'est en fait le premier, ça a été Rodolfo Linas, qui ne travaillait pas forcément sur les acouphènes, un électrophysiologiste relativement célèbre, voilà.
avec qui, avec le groupe Acouphènes, par ailleurs, on a eu l'occasion, la chance d'échanger. Et Rodolfo a proposé donc un modèle explicatif des acouphènes qui est appelé le thalamocortical dysrhythmia, dysrhythmie thalamocorticale. Donc juste en 2 mots, parce que c'est la base en fait de toute une historique des gens qui ont travaillé sur le EEG et la MEG. Donc quels étaient leurs a priori pour trouver éventuellement quelque chose. Donc je vous explique brièvement ce schéma. Donc on a donc un neurone, une cellule pyramidale dans le cortex, d'accord, qui reçoit des informations du thalamus. Et donc au niveau du thalamus, dans le cas où il y aurait une déafférentation, on va dire une déafférentation, donc on peut activer certains récepteurs. Donc une réduction d'activité peut paradoxalement activer certains récepteurs. Et ces récepteurs produisent des potentiels d'action de l'activité, et produisent de l'activité à un niveau rythmique, dans une bande de fréquence, dans les basses fréquences, donc dans la bande de fréquence delta. Et étant donné que cette oscillation dans les basses fréquences donc, se met en place, elle va produire une levée d'inhibition latérale sur des territoires adjacents. Et donc cette levée d'inhibition latérale, va produire une augmentation de l'activité neuronale dans la bande de fréquence gamma. Voilà. Donc, voilà le modèle. En gros, donc ça a été le premier à rapporter. Donc là, en fait, donc l'hypothèse c'était qu'un certain nombre de maladies donc peuvent donc s'expliquer par cette thalamocortical dysrhythmia et dont les acouphènes. Et donc on voit là avec un patient acouphénique, donc il s'agit uniquement d'un patient. On voit ici un sujet acouphénique avec une puissance donnée, etc. Voilà. Donc première tentative ou première étude à rapporter donc un corrélat neuronal des acouphènes. Donc ça c'est une autre étude de Rodolfo Llinás, donc encore sur un seul sujet. Donc voilà donc le profil spectral donc de l'activité spontanée. Donc sans stimulation donc avec les acouphènes. Donc on voit ici donc avec une augmentation dans une certaine bande de fréquence et avec un masking sound, donc avec une réduction dans certaines bandes de fréquence. Voilà. Et donc ici, donc on voit que ce qui serait lié à la perception de l'acouphène serait plutôt aux alentours de 10 Hz, donc de l'alpha. Alors tout ça change selon les études. Alors une étude, donc ça a été disons on va dire la préhistoire. Et donc tout ça a été repris en fait par des chercheurs donc, du domaine des acouphènes. Et le pionnier a été Nathan Weiss, à l'époque qui était à Constance. Et qui, donc le premier a pris des sujets acouphéniques, les a enregistrés, a fait une analyse simple, une analyse spectrale. Et donc à partir de magnétoencéphalographie, ça Audrey l'a présenté, on voit que donc en bleu il s'agit d'une moyenne donc, des spectres des patients acouphéniques. Donc on voit une réduction dans l'alpha et une augmentation dans le delta. Voilà, donc voilà, possiblement un début de corrélat des acouphènes. Alors, quelle dimension des acouphènes, on ne sait pas, mais en tout cas, des différences. Il vous reste 1 minute. D'accord. Ok. Donc ça, c'est une autre étude. Donc en vert, on avait les patients acouphéniques, donc avec une augmentation dans l'alpha et une réduction dans les basses fréquences. Donc on voit que ça a l'air de coller. Alors, comme je le disais, donc il y a l'aspect émotionnel. Alors, comment contrôler l'aspect émotionnel? C'est très compliqué par rapport à une population contrôle. Mais encore, peut-être on pourrait, je ne sais pas. Mais il y a l'aspect perte auditive. Donc ça, on peut éventuellement contrôler. Donc, à un moment donné, donc certaines personnes se sont dit, quand même, c'est un facteur confondant. Qu'est-ce qu'on enregistre finalement? Est-ce que c'est la conséquence d'une perte auditive ou est-ce que c'est la conséquence de la présence des acouphènes, etc. Donc voilà, donc une étude anglaise d'un labo donc à Nottingham
qui s'est posé cette question et qui s'est embêté, qui a été jusqu'à donc appareiller ces sujets donc en fonction de la perte. Donc on a donc des sujets contrôle avec et sans perte et des sujets acouphéniques avec et sans perte. Donc je finis sur cette étude, donc j'en ai pour 2 minutes. Voilà, donc là on a le spectre, sur les différentes populations avec et sans perte, etc. Donc en termes d'alpha, on n'avait pas de différence significative entre les groupes, et on avait une différence significative uniquement au niveau de la bande de fréquence delta. Voilà ce qu'on retrouve ici en fait. Donc on avait donc la différence significative était entre donc acouphène avec perte auditive et pas d'acouphène avec audition normale. Donc là encore, c'est inconcluant parce que donc on a acouphène avec perte et sans acouphène sans perte. D'accord ? Donc on ne sait pas si c'est lié à la perte, etc. Voilà. Donc je vais direct à ma conclusion. Je prévois toujours un peu trop. Alors, en termes d'analyse spectrale, la réduction de l'alpha n'est pas confirmée dans toutes les études, dans ce que je viens de vous montrer. Alors, il a été rapporté dans certaines études une augmentation du gamma, mais ce n'est pas confirmé dans toutes les études. Voilà, donc ce qui est le plus prometteur peut-être, c'est l'augmentation de delta. Donc en termes de couplage, je n'ai pas présenté les résultats. Je répète ce message. Donc les études, attention, les études sont en général mal contrôlées pour l'âge, pour l'audition, pour l'attention et les états émotionnels. Donc c'est pas pareil de comparer des patients et des sujets contrôle, c'est pas la même chose. Donc les corrélats qu'on trouve, est-ce que ce sont des corrélats spécifiques, donc liés aux acouphènes ou aspécifiques liés à la sévérité, à l'émotion, à l'attention, ce qui n'est pas lié aux acouphènes. Donc il n'y a pas d'objectivation individuelle possible pour le moment. On verra comment ça évolue tout ça. Et puis voilà, c'était la conclusion sur le neurofeedback, qui est encore une approche intéressante mais jeune. Merci. Merci beaucoup.